Le boulevard de France prolongé de 2,5 km. Le tronçon a été inauguré hier par le Premier ministre. C'est une initiative du gouvernement. Objectif, améliorer la fluidité routière à Abidjan. La Côte d'Ivoire vers une réduction du taux du chômage à l'horizon 2020. Les chiffres sont encourageants. Ils sont passés de 9,4 en 2012 à 5,3 en 2014. C'est ce qui ressort de l'atelier de restitution du document de la politique nationale de l'emploi. Et puis le Hajj 2016, une étape très importante ce soir pour les pèlerins. Ils seront à Mina pour la phase effective du Hajj. De nouvelles dispositions sécurité ont été prises pour prévenir toute éventualité. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La lutte contre le travail et la traite des personnes, la traite des enfants, au cœur d'une rencontre sous-régionale, ici même à Abidjan, à Cocody. 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Nord y sont représentés. Il est question de conjuguer les efforts pour venir à bout du fléau. Notez que la première dame, Dominique Ouattara, qui accorde du prix à cette lutte, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de cette rencontre. Mahama Traoré, Abiba Dombele Saoué. Comme ce fut le cas en mai dernier pour le traitement du sida pédiatrique, l'Afrique se réunit de nouveau à Abidjan afin de dégager un consensus dans la lutte contre les fléaux portant atteinte à la dignité humaine, à savoir le travail forcé, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Initiée par le BIT, le Bureau international du travail, cette rencontre consultative va réunir 2 jours durant les représentants de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Objectif visé à l'issue de ces 2 jours de travaux, former l'Alliance 8.7 des objectifs de développement durable. 8.7 en référence au point 7 de l'objectif 8 du nouveau programme de développement durable adopté en septembre 2015 par les États membres des Nations Unies. So it's goal number 8, target number 7. And it's going to be launched in 8.7, c'est le point qui traite notamment des questions d'esclavage, la traite des êtres humains, le travail des enfants, les pires formes notamment. Et cette alliance 8.7, c'est essayer de mobiliser un grand ensemble de personnes, d'acteurs, afin de former un partenariat pour lutter contre ce fléau, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Pour le gouvernement ivoirien, il est temps d'agir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes conscients que la lutte contre les pires formes de travail des enfants ne s'opère pas uniquement par des mesures normatives protectrices. Cette lutte requiert notamment l'existence de politiques publiques garantissant à l'enfant le droit à l'éducation de qualité qui doit être gratuite et obligatoire, le droit à la santé, à la protection et aux loisirs, ainsi que des alternatives viables pour les parents. En sa qualité de président du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, soutient l'initiative du BIT. Elle y voit le début d'un engagement à l'échelle mondiale. Je suis convaincue que l'organisation de cette consultation sous-régionale permettra de jeter les bases d'une alliance mondiale contre le travail des enfants et la traite des personnes, un phénomène qui touche malheureusement la plupart de nos pays. En mettant en commun nos énergies, nous pourrions arriver à fédérer les efforts des pays membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'OIT. Nous espérons que d'autres pays pourront nous rejoindre dans cette alliance, réunissant les acteurs déjà engagés afin de mener des actions plus efficaces pour faire reculer la prévalence du travail des enfants et du travail forcé au niveau mondial. La rencontre consultative d'Abidjan se tient en prélude à la réunion de haut niveau prévue le 21 septembre prochain au siège des Nations Unies. La lutte contre le travail des enfants, mais également la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants au nombre des combats de la première dame, Dominique Ouattara. Les membres de la Fondation Children of Africa qu'elle dirige et des partenaires étaient récemment en atelier. Ils ont été instruits sur les normes minimales de protection de l'enfance. Soro Corona et Kader Sogodogo ont suivi cette formation pour vous. En dépit des efforts consentis par le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants,
les abus sexuels contre les enfants continuent dans le pays. Selon les données des plateformes locales de lutte contre les violences basées sur le genre, en 2014, 444 cas ont été enregistrés, dont 411 cas de viol. 36% de ces survivants de violences sexuelles ont moins de 18 ans. À Korogo, la question des violences sexuelles faites aux enfants reste encore un sujet tabou. Dans la région du Poro, c'est une question un peu tabou, donc c'est vraiment difficile. Les parents ne veulent pas porter plainte, ils aiment toujours le règlement l'amiable, c'est ce qui ne facilite pas beaucoup le travail. Pour changer d'approche dans ce combat, de nouveaux protocoles de lutte, de prévention et de prise en charge des victimes des violences sexuelles faites aux enfants ont vu le jour. De renforcer les capacités du staff de Save the Children et de ses partenaires sur les violences sexuelles. Donc sur comment gérer les violences sexuelles, sur comment traiter les violences sexuelles dans un contexte humanitaire. À Bouaké, les staffs de Save the Children et les partenaires sociaux agissant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants ont été formés sur les nouveaux protocoles. Durant 5 jours, les participants vont améliorer leur connaissance sur la question de la violence sexuelle contre les enfants dans des contextes humanitaires. Voilà, et de Bouaké, on revient à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Le boulevard de France a été prolongé de 2,5 km. Le tronçon a été inauguré hier par le Premier ministre. C'est une initiative du gouvernement. Objectif, améliorer la fluidité routière dans la capitale économique ivoirienne. Sylvie Touré. Un bout de ruban pour les officiels et pour les populations, 2,5 km de route. Elle permet aux usagers en provenance de Bingerville et de la Riviera Palmeraie, à partir du camp militaire d'Akwedo, d'accéder au boulevard de France redressé et au pont HKB, sans passer par les carrefours Riviera Palmeraie et kilomètre 9. C'est également un soulagement pour les établissements français et américains qui sortent ainsi de leur enclavement. Autre ouvrage inauguré par la délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre, la bretelle reliant le boulevard de France redressé aux 2 plateaux. Il y a près de 20 000 véhicules qui pourront donc prendre ça par jour. Il y a 50 000 personnes qui seront donc impactées grâce donc au CDD avec la partie française. Il faut faire en sorte que toutes nos grandes villes aient des voies urbaines de qualité qui permettent la circulation et bien sûr faire la jonction interurbaine. Ces travaux réalisés dans le cadre du C2D ont coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Ils comprennent également 4 giratoires, 5 bretelles et 2 contre-allées. L'inauguration de ces tronçons ouvre la voie à des travaux d'envergure sur l'ensemble du pays. Le grand projet de pont de Yopougon qui va relier Yopougon au plateau, mais également l'autoroute de l'Est qui va démarrer à partir de la zone industrielle là, de Yopougon, passer vers Ndautré pour aller vers Thomasé. L'autoroute également de sortie ouest qui va aller vers Songon sur 18 km. Et on a également la poursuite de l'autoroute de Bassam qui va aller vers Samo pour aller vers Aboissou et le Ghana. On a également les travaux de l'autoroute Yamsokro qui vont être poursuivis à partir de Yamsokro vers Tibissou pour monter vers Bouaké. Tous ces travaux devront coûter 3 560 milliards de francs à l'État et à ses partenaires. Un vaste projet prévu s'étendre sur 4 années et permettre à la Côte d'Ivoire, dans la perspective de l'émergence, de tenir la route. Le pont de Dimbokro en passe d'être réparé. Il a cédé, vous en souvenez certainement, mardi dernier au passage d'un train transportant de la marchandise. L'ouvrage sera livré dans 2 semaines, a assuré la Citaraï. Des solutions sont proposées pour donc la continuité du trafic. C'est ce que nous explique Adama Nkone. Dans environ 2 semaines, le pont à tablier métallique du fleuve Nzi dans la région de Dimbokro sera fonctionnel. Selon la Société internationale du transport, Africain Parail, Citaraï, des experts nationaux et internationaux sont déjà à l'œuvre pour donner à l'infrastructure une nouvelle vitalité après l'incident du 6 septembre. En attendant, le trafic ne sera pas pour autant interrompu entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Une solution circonstancielle est trouvée. Il s'agit de combiner transport routier et ferroviaire. Pratiquement, les trains partent de Ouagaï, d'Abidjan, en sens inverse donc, jusqu'à hauteur de l'incident. Puis, des camions se chargent d'assurer le relais entre les 2 points de rupture. Une combinaison qui permettra de maintenir l'économie entre les 2 pays sur les rails. De fait, c'est un volume de 900 000 tonnes de marchandises qui sont échangées par an.
la Côte d'Ivoire achemine essentiellement des produits pétroliers, des conteneurs d'engrais, du matériel de construction, des céréales et des produits divers. En provenance du Burkina Faso, les trains contiennent surtout du coton, des produits du cru, des légumes secs, du bétail sur pied. Quant au trafic voyageurs, il se chiffre à 250 000 passagers. Le pont de Dimbokro n'a pas qu'une valeur économique. Construit il y a plus de 100 ans, l'édifice, par sa structure et son architecture, est bien une curiosité touristique coloniale de la région. Des échos à présent des 16e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR, des assises qui ont permis aux pays membres, 33 au total, de faire l'état des lieux des infrastructures routières en Afrique et de formuler des recommandations pour des routes de qualité. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro, le compte-rendu de Kader Sogodogo. Les infrastructures routières sont le support principal de mobilité en Afrique. Malheureusement, le déficit routier en Afrique est énorme. Environ 7 km de route pour 100 km, alors qu'en Europe, pour 100 km, il existe 170 km de route. Les défis sont donc énormes pour l'Afrique et l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR, veut y remédier. C'est ce qui ressort de la clôture de ces 16e assises tenues en terre ivoirienne à Yamoussoukro. Déjà un succès que des experts africains de la route, qu'ils soient du secteur public, du secteur privé, puissent se rencontrer pour discuter du rôle que la route doit jouer dans l'émergence de nos pays. Pendant ces 16e assises, 5 thèmes ont été abordés. La gouvernance ou les questions institutionnelles, la conception géométrique et structurelle des ouvrages, le financement et l'exploitation routière. Des recommandations ont été faites, notamment la nécessité pour les pays africains de se doter de normes et outils de dimensionnement adaptés à leur environnement en vue de garantir la qualité et la durabilité des infrastructures routières. La Côte d'Ivoire, qui du reste a été présentée comme un bon exemple, s'engage à continuer. Ces recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière pour ce qui concerne celles qui nous sont adressées. Nous ferons en sorte que toutes soient transmises et appuyées auprès des partenaires pour leur mise en œuvre. 30% des besoins d'entretien routier ne sont pas satisfaits dans les pays membres de la CEDEAO. Un taux qui pourra chuter avec l'application des recommandations de Yamoussoukro. Le Parlement national des jeunes instruit sur l'engagement civique. Un atelier de renforcement de capacité de ses membres se tient en ce moment à Yamoussoukro. Avec Michel Digré, on va en savoir davantage. La prise en compte des préoccupations des jeunes est devenue une donnée essentielle de planification des gouvernants dans la définition des politiques afin d'apporter une réponse significative aux aspirations et besoins de cette tranche d'âge. C'est pourquoi, dès l'entame de cet atelier, le député Teifou Kone, représentant le président du Parlement ivoirien, a invité les jeunes parlementaires à participer pleinement au débat national, sans faux fuyant en exposant leurs préoccupations. Il les a aussi encouragés à créer sur le plan international des liens forts avec les autres jeunes d'autres pays, afin d'échanger et de débattre sur des questions liées à leur quotidien. Andrea Lekbeli, président du Parlement national des jeunes, a indiqué que la participation des jeunes parlementaires à cet atelier fera d'eux les relais d'une communication efficace auprès de la jeunesse ivoirienne afin que celle-ci évite les pièges de l'instrumentalisation. La Côte d'Ivoire vers une réduction du taux de chômage à l'horizon 2020. Les chiffres sont encourageants. Ils sont passés de 9,4 en 2012 à 5,3 en 2014. C'est ce qui ressort en tout cas de l'atelier de restitution du document de la politique nationale de l'emploi. On en parle avec Pierre Petitban et Justine Duquet. La lutte contre le chômage s'accentue avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'atelier de partage et de formulation de la politique nationale de l'emploi avec tous les acteurs clés est donc nécessaire pour finaliser les acquis. L'Afrique est plutôt confrontée au manque d'emploi pour les primo-demandeurs, c'est-à-dire des jeunes
qui ont fini leur université ou des jeunes en termes de déperdition scolaire qui arrivent pour la première fois sur le marché du travail. Pour mieux caractériser les réalités du marché du travail dans les pays d'Afrique, singulièrement en Afrique au sud du Sahara, il y a d'autres indicateurs plus pertinents, notamment le taux de sous-emploi par exemple. C'est là où on peut arriver jusqu'à des chiffres de 25%, 30% ou même 40%. C'est ça les réalités. La politique nationale de l'emploi est en marche depuis 2012 en Côte d'Ivoire, où le taux de chômage, qui était de 9,4%, est passé en 2014 à 5,3%. L'ambition de tous les acteurs est de donner du travail à toute la jeunesse ivoirienne. Quand on parle de la politique nationale de l'emploi, il s'agit essentiellement de l'emploi surtout pour les jeunes, mais bon, pas que pour les jeunes, mais pour les personnes qui ne sont plus jeunes, celles qui ont plus de 35 ans, pour les femmes, mais aussi et surtout pour les personnes vulnérables, ce que nous appelons chez nous les personnes qui vivent avec un handicap. D'ici 2020, notre ambition, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre le plein emploi. L'atelier se déroule sur 2 jours dans la commune de Grand Bassam. Tous les partenaires impliqués dans ce secteur adopteront une feuille de route pour la suite du processus. À 3 jours de la fête de la Tabaski, les parcs à bétail ne désemplissent pas. Vendeurs et acheteurs se bousculent, qui pour s'offrir un mouton, qui pour faire de bonnes affaires. Eh bien, pour assurer la sécurité des uns et des autres, plus de 200 forces de sécurité ont été déployées sur le site de Port-Boué. Grace Kando y a fait un tour. Parc à bétail de Port-Boué. Pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de moutons de faire leurs courses en toute quiétude, plus de 200 forces de sécurité ont été déployées sur le site. Ces éléments patrouillent de jour comme de nuit, une présence qui rassure clients et vendeurs. Pour la sécurité, ça va. La sécurité est totale. 24 heures sur 24, on est en sécurité. Tu peux dormir avec ton argent, tu passes la nuit, tu passes la journée. Si tu as fini, tu t'en vas, c'est ton loisir. Et après, quand tu as fini, tu rentres au pays où tu veux, tu vas aller, c'était tes marchandises, il n'y a pas de problème. Avant, on avait peur de faire sortir l'argent comme ça. On ne montrait pas l'argent, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec la sécurité, on ne craint pas. Autrefois, les voitures faisaient aussi l'objet de pillages sur le parc à bétail de Port-Boué. Aujourd'hui, tous ces faits ne sont que de vieux souvenirs. Avant, bâtir même, on vole pour partir avec. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On ne vole pas mouton, on ne vole pas rien. On ne vole pas les gens aussi, on ne vole pas des voitures ici. Ici, sécurité est bien faite. Les gens viennent payer tranquillement, ils s'en vont tranquillement. Des initiatives saluées par les différents acteurs de la filière bétail-viande et la Fédération de l'Union régionale des marchands et éleveurs. Le parc à bétail de Port-Boué est ouvert de façon continue, de quoi permettre aux clients de s'approvisionner à tout moment. Le Hajj 2016 se poursuit avec une étape très importante ce soir. Les pèlerins se rendront à Mina pour la phase effective. Plusieurs rites dont le parcours des stations d'Arafat et les séances de lapidation au programme. Lors de cette dernière, vous vous en souvenez certainement, plus de 1500 personnes ont trouvé la mort l'année dernière. Eh bien, de nouvelles dispositions sécuritaires ont été prises pour éviter toute éventualité. Mamadou Kouassi. Les autorités saoudiennes se souviennent encore du drame de Mina, survenu l'année dernière avec plus de 1500 morts, dont 57 Ivoiriens. À cela s'ajoutent les récents attentats terroristes perpétrés à Médine et à Jeddah. Pour cette édition du Hajj, les autorités saoudiennes ont mis les bouchées doubles. Mobilisation de plus de 100 000 éléments de la police appuyés par l'armée. Tous ces éléments seront soutenus par les forces aériennes mobilisées depuis des mois. Des couloirs d'évacuation ont été également créés. Mais l'une des mesures les plus importantes, c'est le port de bracelets électroniques par tous les pèlerins. La raison, identifier tous les 2 millions de pèlerins présents actuellement en Arabie Saoudite. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste de ces mesures. Nous avons 3 types de bracelets. Un premier bracelet délivré par la Direction générale des cultes. Le deuxième bracelet est remis par le bureau qui est en charge de la gestion des pèlerins ivoiriens à la Mecque. Et le troisième bracelet vient du ministre du Hajj. C'est des bracelets électroniques, il y a un code barre. Lorsque vous flashez, toutes les informations vous concernant, que ce soit le nom, l'affiliation, le numéro de passeport, tout apparaît. Cette année également, les autorités saoudiennes ont mis un accent particulier sur la discipline,
Car l'une des raisons de la bousculade de l'année dernière, c'est bien le non-respect des mesures sécuritaires. C'est pourquoi des heures précises ont été communiquées à chaque délégation pour la lapidation. Les années précédentes, une fois que les pèlerins arrivaient à Mousdalifa, après avoir fait la prière de Soub, beaucoup se dirigeaient pour aller lapider le Satan. Cette année, cela n'est pas possible. Nous allons attendre jusqu'à 10h30, 10h15 pour mettre le premier groupe, la compagnie, organiser le premier groupe. Et à 10h30, ils commencent à partir à la lapidation de Satan. Et notre responsable de Djamra, c'est-à-dire la lapidation, a le drapeau national que les pèlerins suivent. Les autres encadrent les pèlerins, 250 pèlerins, sur le circuit, le couloir qui sera ouvert pour nos pèlerins. Donc, les autorités saoudiennes savent que ce sont les pèlerins de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, notre pays, qui vont passer. Donc, on ouvre un couloir pour nous. C'est pourquoi nous conseillons aux pèlerins, nous demandons aux pèlerins de respecter les consignes que nous allons leur donner. Profitant d'une rencontre avec la presse, le commissaire général du Hajj 2016 rassure qu'il n'y a pas jusque-là de drame survenu au cours de cette édition, mais que le seul cas de décès dans la délégation ivoirienne est une mort naturelle d'un sujet de 114 ans survenu à Médine. Cette fidèle musulmane de la Côte d'Ivoire est arrivée en Terre Sainte, tout affaiblie. Et on parle religion toujours, prière écuménique et conférences publiques pour consolider la paix et la cohésion sociale à Awakro. C'est dans la sous-préfecture de Pakobo, département de Tahabo. Nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire. On y va avec Sita Soro. L'Union des confessions religieuses d'Awakro, UCRA, village situé dans la sous-préfecture de Pakobo, département de Tahabo, vise à créer l'entente et la collaboration entre les différentes confessions religieuses dans le village. L'objectif est de briser les barrières religieuses et amener les populations à s'accepter, malgré leurs différences, pour la restauration et la cohésion sociale. L'Union entend également poser des actions sociales en faveur des orphelins, des malades et nécessiteux, sans aucune distinction religieuse et ethnique. La population adhère au principe de l'UCRA. Le ministre Maurice Kwaku Bandama, qui a présidé la cérémonie, a salué l'initiative de l'UCRA et souhaité qu'elle s'étende aux autres localités de la région. L'initiative me réjouit. C'est pour cela que j'ai tenu à être présent pour m'associer aux prières que nous formulons ensemble pour rappeler la paix, pour rappeler la cohésion sociale. Une messe d'action de grâce a mis fin aux activités. Le père Ange Gabriel de Pakobo a exhorté les participants à cultiver l'humilité. Bonne nouvelle pour les friands de viande de brousse. Ils peuvent désormais consommer du gibier sans risque. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a levé hier la mesure d'interdiction, une mesure qui avait été prise, pour rappel, dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Chantal Akandon. Bonne nouvelle pour les inconditionnels d'agoutis, de biches, de hérissons. Ils vont ressentir à nouveau le goût de ces gibiers, appelés communément viande de brousse. L'interdiction de consommer le gibier est levée depuis ce jeudi. Le Conseil national de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. La fermeture de l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. La surveillance continue des menaces sanitaires par le renforcement du dispositif de veille. Veiller à faire bien cuire la viande avant consommation et également la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains élevés. Le gouvernement remercie les populations pour le respect des mesures préventives, dont l'application rigoureuse a permis d'éviter la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre pays, en Côte d'Ivoire. C'est avec joie que les tenanciers de restaurants et les consommateurs ont accueilli cette nouvelle. Je suis très heureuse. Je vais préparer. À partir de lundi, je vais le faire. Viande de brousse, agouti, bûche. Ce que je gagne, je fais.
Cette décision est la bienvenue, parce que vraiment la viande de brousse manquait aux Ivoiriens. Avant, on se nourrissait plus de viande de brousse. Maintenant, je pense que ça va permettre aussi aux gens qui ont des restaurants de pouvoir aussi avoir de l'argent. Rappelons que suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola en août 2014, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, le gouvernement avait pris des mesures interdisant la consommation du gibier. Aujourd'hui, la levée de l'interdiction de consommation de la viande de brousse par le gouvernement met fin à 2 ans de lutte acharnée contre la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Signalons que Ebola n'a fait aucune victime dans notre pays, mais la vigilance reste de mise. Voilà, la mesure est levée, mais la vigilance reste de mise, vous l'avez dit, Chantal Akandan. Les grossesses non désirées, une menace pour les jeunes filles. À Katiola, pour réduire donc le fléau, une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la sexualité a été initiée par les autorités de la région du Hambol. On en parle avec Charles Tatou. Le taux d'abandon scolaire lié aux grossesses non désirées à Katiola n'est pas négligeable. L'année scolaire 2015-2016 a enregistré officiellement 38 cas de grossesse contre 25 pour l'année précédente. Mais cas le plus révoltant, une élève en classe de 4e au collège moderne, morte tragiquement dans une entreprise clandestine d'avortement. Face à ce péril, des actions vigoureuses sont menées sur le terrain par les autorités locales en faveur de la lutte pour l'éradication de ce fléau. En témoigne cette activité dite campagne de vacances saines pour une rentrée scolaire 2016-2017 sans grossesse. Elle est initiée avec l'appui de l'UNFPA. Cette sensibilité a continué surtout à la prévention des grossesses en milieu scolaire, à la lutte contre le VIH, surtout chez les jeunes. Et nous avons vu un engouement des jeunes. Vacances saines, c'est aussi des consultations foraines dans les différentes formations sanitaires de Katiola pour la maternité sans risque et la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Les autorités en visite pour s'assurer du bon déroulement de la campagne. Il était important que nous puissions venir voir comment ça se passe. Et vraiment, je voudrais féliciter toute l'équipe médicale qui accompagne cette opération parce que tout se passe bien. Les femmes sont là, elles sont vraiment mobilisées. Avec cette campagne, le taux d'abandon scolaire connaîtra certainement une baisse considérable. La journée internationale de l'alphabétisation, c'était hier 8 septembre, 24 heures pour accentuer la sensibilisation. Plus de 50 ans après l'institution de cette journée, quelle avancée? Savoir lire, écrire, calculer, quel intérêt? Élément de réponse dans ce reportage signé Eric Goré. À 50 ans, Konaté Adama a eu le courage de se faire former. Il a appris à lire et à écrire. Aujourd'hui, il peut écrire son nom et même faire plus. Oui, je suis là, mais moi je n'étais pas allé à l'école, mais je me suis débrouillé. J'ai écrit lettre, j'ai lu mon lettre. Et le conseil que je donne à ceux qui ne savent pas aller à l'école, ils n'ont qu'à faire comme moi. Ouais, j'ai fait mon comptabilité moi-même. Des conseils que son entourage ne prend toujours pas en compte, comme ces dames qui évoquent le manque de temps pour apprendre à lire et à écrire. J'ai déjà entendu parler de l'alphabétisation. Je n'ai pas de temps de ça, quoi. Je n'ai pas de temps. À quoi de commerce là? Selon des personnes, aucun argument ne doit faire barrage à l'alphabétisation. Pour apprendre quelque chose, il faut chercher du temps soi-même. Il ne faut pas dire oui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui t'empêche? Ce qu'on apprend, c'est pour toi-même. On peut toujours réserver un petit temps pour quelque chose. Voilà, surtout pour l'alphabétisation, c'est très important dans la vie. Cette journée internationale de l'alphabétisation est une occasion pour les ONG d'inviter les adultes qui ne savent pas lire à l'apprentissage. Je voudrais dire aux personnes qui ne savent pas lire et écrire de ne pas avoir honte. Parce qu'il va de leur personnalité eux-mêmes. Parce que souvent, quand tu ne sais pas lire et écrire, vous savez, on est dans l'émergence. Il faudrait qu'ils prennent le train en marche pour que nous allons tous dans l'émergence. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée tous les 8 septembre dans le monde entier. Le thème retenu cette année est « Lire le passé, écrire le futur ».
Cette information en images pour terminer, la France, l'Italie et 5 autres pays du sud de l'Europe se réunissent aujourd'hui à Athènes. Les crises économiques et migratoires au cœur des débats. C'est une initiative du chef du gouvernement grec, Alexis Tsipras, qui cherche des voies de secours pour sortir de la crise budgétaire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée.